Merci infiniment de m'avoir invité, de votre accueil. Lorsque je me suis véritablement mis au travail pour essayer de rédiger quelques notes pour cette intervention, j'ai amèrement regretté le fait d'avoir accepté. Parce que, certes, je me rendais bien compte quand même que le sujet était difficile, mais je ne me doutais pas à quel point il l'était, et si j'avais, je dirais, une vision à peu près, délimitée, je dirais, des sources et de la bibliographie, en fait, il y a une production sur ce sujet qui est encore plus importante que je ne l'imaginais. Et par conséquent, j'espère que vous ne serez pas trop déçus, je dirais, de la petite synthèse, la petite présentation que je vais essayer de faire devant vous ce matin. Je vais essayer d'inventorier avec vous, et je crois qu'un débat, ou en tout cas une discussion est prévue par la suite, après chacune des interventions, mais aussi, je suppose, tout au long de la journée. On pourra essayer d'approfondir les différents éléments que je vais égrener devant vous. Je vais vous proposer une communication, une intervention, je dirais, dont les éléments, dont j'ai essayé de faire que les éléments s'enchaînent logiquement, plus qu'une communication sous la forme académique, universitaire, avec un plan en partie et sous-partie. Le premier élément, évidemment, qu'il faut aborder ensemble, c'est bien sûr l'origine du terme, et puis l'itinéraire du concept. Le totalitarisme apparaît, et ça c'est, je crois, un point très important, parce que même si je m'adonne un petit peu à la philosophie, il est vrai que mes centres d'intérêt et puis mes recherches universitaires portent plus sur l'histoire des idées que sur la philosophie en tant que telle, l'histoire des idées, l'histoire des institutions. Je crois que le totalitarisme apparaît dans un contexte précis qu'il faut identifier, c'est celui de la Première Guerre mondiale. Il est au moins en partie lié au phénomène de la guerre totale, et donc de l'expansion de l'intervention de l'État, en raison même des circonstances, la nécessité, je dirais, d'organiser le ravitaillement, d'organiser la vie civile derrière le front, et d'un autre élément qui a été identifié par un historien américain, George Moss, donc de la brutalisation des sociétés européennes. Ce qu'il a mis en avant, c'est l'ensauvagement des populations des pays belligérants et, par conséquent, la contamination de la société civile en temps de paix par les habitudes contractées pendant la guerre. Le totalitarisme est un concept qui est un peu ambivalent, puisque à la fois il permet, je dirais, d'expliquer les choses, de classer les régimes, et en même temps, il est un peu idéologiquement connoté, parce qu'en fait, il sert à dénoncer, je dirais, un régime. Géographiquement parlant, le concept est d'origine italienne. Il y a un débat dans l'historiographie qui est de savoir si ce sont d'abord les fascistes ou d'abord les antifascistes qui ont utilisé le terme. Pour l'instant, j'en suis arrivé dans mes dépouillements à l'idée qu'il a d'abord été utilisé par les milieux antifascistes italiens. C'est le libéral Giovanni Amendola qui, dans un éditorial du journal Il Mondo, dénonça le 12 mai 1923 les pratiques électorales totalitaires fascistes. Le concept est ensuite repris par les tenants du nouveau régime, et Mussolini en tête, en particulier lors du congrès fasciste réuni à Rome les 21 et 22 juin 1925. Le totalitarisme, c'est un État total, par opposition au régime faible, miné par la division entre l'État et la société. Le totalitarisme, c'est la religion de l'État, ce qui a conduit naturellement le pape Pie XI à dénoncer l'idéologie qui voyait dans l'État une fin ultime et se suffisant à elle-même, ou à lui-même pour ce qui est de l'État. Il est à noter que les nazis n'usèrent pratiquement pas du terme. La réflexion sur le totalitarisme se développe pendant l'entre-deux-guerres mondiales, dans principalement trois types de milieux intellectuels: les démocrates chrétiens,
donc l'italien Sturzo, le français Maritain, les libéraux, Elia Lévy, et pour les Français, Raymond Aron. Enfin, Elia Lévy et Raymond Aron. Et puis les dissidents du communisme, Boris Souvarine, et puis le fameux Victor Serge Kilbatchich, vous savez, qui était un de ceux qui, c'est un sujet qui m'intéresse un peu, un de ceux qui avait hébergé la bande à Bono dans une maison de Romainville. Bon, passons, ça n'est pas le sujet. Le concept de totalitarisme s'étend donc à l'Union soviétique, et c'est naturellement un aspect qui s'est développé après la Deuxième Guerre mondiale, pendant la guerre froide. En France, l'influence intellectuelle exercée par le Parti communiste a conduit à considérer le totalitarisme comme un concept plutôt de droite. Il faut se rappeler évidemment le procès qui est fait à Viktor Kravchenko, et il est d'ailleurs certain que le concept est surtout utilisé à ce moment-là par les penseurs libéraux. Toutefois, l'analyse du concept se précise avec les œuvres, par exemple, de l'Israélien Jacob Talmon, Les origines de la démocratie totalitaire, et puis surtout, évidemment, l'œuvre d'Hannah Arendt, dont vous savez que, elle a été très tardivement publiée en France, puisque les origines du totalitarisme paraissent aux États-Unis en 1951, mais seulement en France, et d'ailleurs dans une version raccourcie en 1972. Ce qui montre aussi, d'une certaine manière, je dirais, la frilosité des éditeurs et peut-être, bien sûr, l'influence ou la domination intellectuelle du Parti communiste. On tend, dans ces études-là, de Talmon ou d'Hannah Arendt, contrairement à ce qui se faisait dans l'entre-deux-guerres, dans l'après-seconde guerre mondiale, on tente de dépasser simplement, je dirais, la description ou l'analyse des différents régimes, et il y a une tentative de rechercher une essence du totalitarisme. Il n'est pas inintéressant d'ailleurs de relever que, d'ailleurs bouleversé par le procès Eichmann en 1961, Arendt va finalement basculer dans une forme d'anarchisme en publiant en 1971 un ouvrage sur la désobéissance civile. Enfin, bien sûr, c'est la dissidence soviétique, Solzhenitsyn, puis la chute du régime soviétique qui permirent d'inclure définitivement le communisme dans les régimes totalitaires et de briser les tabous de l'historiographie antifasciste. C'est évidemment pour la France l'ouvrage de François Furet, Le passé d'une illusion en 1995, et puis bien sûr l'ouvrage dirigé par Stéphane Courtois, Le livre noir du communisme en 1997. Alors sur cette base, qu'est-ce qu'on peut essayer d'identifier comme ayant été, selon nos différents auteurs, les traits caractéristiques du totalitarisme? Tous les auteurs ne convergent pas sur les régimes devant être classés dans la catégorie du totalitarisme. En outre, les contours du concept ont un certain flou et le contenu est fluctuant. La notion peut donc apparaître comme une notion quelque peu insaisissable, et je cite ici mon voisin dans un article d'une excellente revue dont le directeur est ici. Bien. Donc, ainsi, le fascisme italien doit-il ou non être mis au rang des régimes totalitaires? Hannah Arendt ne l'a pas fait. Elle ne traite pas de l'Italie fasciste, on reviendra, j'y ferai de nouveau allusion un peu plus tard. Pourtant, dès 1926, le démocrate chrétien Sturzo, dans un ouvrage qui s'appelle « L'Italie et le fascisme », considérait que, je cite, le bolchevisme ou dictature communiste est le fascisme de gauche, tandis que le fascisme ou dictature conservatrice est le bolchevisme de droite. Plus récemment, c'est un débat entre deux grands historiens italiens, Renzo De Felice et Emilio Gentile, qui a tenu le haut du pavé. Plus récemment, et même assez récemment, puisque c'est au début des années 80, et Renzo De Felice, qui a été plutôt rétif à l'idée, je dirais, de classer le fascisme italien dans les régimes totalitaires, a, d'une certaine manière, rallié la position de Gentile. Le fascisme italien devrait être qualifié de totalitaire en raison, d'une part, de la mise en œuvre d'une politique de masse sous la direction de l'État pour empêcher la société de sombrer dans le chaos, et d'autre part d'un objectif de dissolution du privé dans le public et la subordination de toutes les valeurs à l'État.
Cependant, on peut quand même noter, et c'est ce que dit Felice, que le processus de totalitarisation italien a d'abord été progressif, hein, et qu'il ne s'accentua que, semble-t-il, dans la deuxième période, dans la deuxième partie des années 30, quand le Duce voulut prévoir l'après-Mussolini, et aussi et surtout que ce processus de totalitarisation n'a jamais été mené à terme. Il n'y a pas de pratique de la terreur, ou du moins une terreur quelque peu moins forte que dans les autres régimes, et une absence de l'univers concentrationnaire. De nombreux auteurs ont essayé, et c'est le deuxième aspect de la question, les traits caractéristiques du régime, de nombreux auteurs ont essayé de dégager les traits caractéristiques du totalitarisme. Hein. Les convergences dominent, mais il y a aussi quand même des variations. Par exemple, pour l'américain Hayes, il y aurait 7 caractéristiques des régimes totalitaires, et il les donne en 1939. Le mouvement totalitaire cherche à s'emparer de tous les pouvoirs pour diriger l'ensemble des activités des citoyens. Le régime dispose du soutien des masses et justifie ses décisions par ce soutien. Et en particulier, cela, on peut le mettre en parallèle avec un autre aspect, le régime se maintient par l'éducation et la propagande. On notera ce qui me paraît très important sur ce sujet, hein, le soutien des masses et l'éducation et la propagande. On notera l'analyse extrêmement fine d'Hannah Arendt qui devait insister sur le fait que l'adhésion des masses à l'idéologie du régime ne reposait pas selon elle sur la conviction ou même sur une certaine illusion, mais sur son incapacité à se forger une opinion, d'où découle d'un côté sa passivité et de l'autre la capacité du régime totalitaire à mettre cette masse en mouvement. Hein. Cette explication rejoint d'ailleurs les résultats de l'expérience de Milgram, vous le savez bien, sur la capacité qu'un régime ou qu'une autorité légale a de faire des actes, sinon atroces, du moins en tout cas qu'a priori un individu ne fait pas normalement, en raison, comme je viens de l'indiquer, de la présence d'une autorité légale, d'une autorité forte, et puis grâce également à l'idée de la parcellisation des tâches. Ensuite, donc les autres critères, le régime met en place de nouvelles mythologies, notamment le culte de la personnalité, le régime exalte la puissance et la force, le régime est révolutionnaire dans le sens où il rejette l'héritage civilisationnel traditionnel pour construire une société nouvelle. Un autre auteur, qui écrit à la même année, en 1939, Raymond Aron, considère que le totalitarisme peut être qualifié, peut être identifié par les points suivants. La constitution de nouvelles élites dirigeantes, une force visant principalement les démocraties et non le communisme, le primat du politique sur l'économie, une nature authentiquement révolutionnaire. Autre exemple, Karl Friedrich, en 1956, distinguer 6 traits récurrents du totalitarisme. Un parti unique de masse dirigé par un leader charismatique, une idéologie globalisante et coercitive, une terreur policière systématique, un contrôle étroit de l'économie, un monopole des instruments de violence politique, une tutelle absolue sur l'ensemble des moyens de propagande et de communication. Vous le voyez, il y a des convergences, mais il y a aussi évidemment des traits qui sont propres, je dirais, à certains régimes, on les identifie assez rapidement, plutôt qu'à d'autres, et qui sont propres évidemment à l'idéologie, ou du moins au courant de pensée auquel appartient, je dirais, l'auteur. On l'a très bien vu, par exemple, avec Raymond Aron. Par conséquent, la comparaison, c'est le troisième point que je vous propose d'étudier, la comparaison des différents régimes totalitaires est-elle légitime, est-elle possible ? Si plusieurs régimes aux idéologies apparemment différentes peuvent être classés sous la même étiquette, cela apparaît souhaitable évidemment de les comparer. Mais cela n'a pas été si simple, car la comparaison était susceptible de conduire à une hiérarchisation, du moins une hiérarchisation dans l'horreur. Et donc la comparaison des régimes nazis et communistes a très longtemps souffert d'un déséquilibre au bénéfice du second. Quelles sont les raisons ? On peut essayer de les inventorier. L'habileté des partis communistes de s'insérer dans l'entre-deux-guerres, dans le combat antifasciste. Puis ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, la place justement de l'URSS parmi les vainqueurs de cette Seconde Guerre mondiale, malgré le pacte de non-agression. Je passe. La dénonciation d'une supposée intention de relativiser le génocide commis par les nazis s'il était comparé aux crimes communistes. La complaisance intellectuelle envers le communisme, parce que le totalitarisme,
du moins stalinien, n'aurait été qu'une dérive et non le fonctionnement réel du régime depuis Lénine. Les nazis étaient présentés comme étant intrinsèquement criminels, tandis que les communistes étaient supposés inspirés de bonnes intentions. Le nazisme fut le fossoyeur des Lumières, tandis que le communisme en était l'héritier. La chose est évidemment folle quand on se rappelle que le goulag fonctionnait depuis des années quand Hitler arrivait à peine au pouvoir. Bon, en tout état de cause, il est évidemment possible d'établir plusieurs points communs entre les différents totalitarismes, le culte du chef, l'État-parti, la direction de tous les aspects de la société, l'utilisation de la violence. Cependant, un auteur récent, Bernard Brunto, a également proposé d'identifier les différences entre communisme, fascisme et nazisme. Et il a, je dirais, essayé de regrouper en fonction des thèmes ces différents régimes, fascisme et nazisme d'un côté, ou nazisme et communisme, je dirais, pouvant se rejoindre sur d'autres points. Il a identifié quatre, je dirais, thèmes sur lesquels il pourrait y avoir des convergences ou des divergences entre ces différents régimes. Fascisme et nazisme se cantonnent au particulier, ce serait la notion de race, tandis que le communisme entend avoir une dimension plus globale, une dimension à l'universalisme par, à terme, la disparition des classes. Cette idée a été récemment reprise. Moi j'avoue qu'elle ne convainc pas, mais enfin, on pourra en discuter. Mais enfin, je vous signale que dans un ouvrage très récemment paru en février 2016, c'est une idée qui est explicitement reprise par Chantal Delsol. Le nazisme est analysé comme, je cite, une perversion de l'enracinement, tandis que le communisme est présenté comme une velléité, je cite, de séparer l'individu de tout ce qui pourrait ressembler à un lien. Donc, première distinction, d'un côté le particularisme, de l'autre côté, supposément, l'universalisme. Deuxième trait qui permet de classer, de rassembler, le nazisme et le communisme ont mené une forte action anti-religieuse, tandis que le fascisme a composé avec l'Église catholique. Troisième point, fascisme et nazisme peuvent être regroupés dans un sens, puisqu'ils ont conservé la structure sociale en place. C'est d'ailleurs un des aspects qui conduit à critiquer l'analyse d'Hannah Arendt. Bon, il faut l'avoir en tête, tandis que le communisme a cherché à balayer les anciennes classes dirigeantes. Quatrième et dernier point, fascisme et communisme ont donné au moins l'apparence de répartir le pouvoir entre plusieurs instances, tandis que le nazisme, là, a entièrement concentré le pouvoir dans les mains d'Hitler, qui était à la fois chef du parti, chef du gouvernement et chef de l'État. La notion de Führer, c'est ça, c'est la convergence, enfin c'est la confusion, c'est la fusion de chancelier et de chef de l'État. Reste évidemment la question du crime de génocide. Peut-on identifier les crimes des régimes totalitaires ? Certains ont fait valoir que même si le communisme a fait beaucoup plus de victimes que le nazisme, il y aurait une véritable différence de nature entre les deux totalitarismes. Le nazisme aurait été criminel par nature, le communisme ne le serait devenu que par accident. Un certain potentat, Staline ou Pol Pot, l'ayant détourné et travesti. Or, surtout depuis l'ouverture des archives russes, à partir des années 1990, cette vision est, qui dédouanait le communisme de toute pensée criminelle intrinsèque à son système, est remise en cause. L'expression de génocide de classe, répondant à celle de génocide de race, perpétrée par les nazis, a été proposée par Klaus Hildebrand, et si elle est rejetée par certains auteurs considérant qu'elle pourrait remettre en cause de manière particulière l'unicité du génocide perpétré par les nazis, et de manière générale la distinction présente notamment chez Raymond Aron, dans son ouvrage Démocratie et totalitarisme de 1965, entre les camps de concentration dont la finalité était le travail forcé et la mort une conséquence des conditions faites aux déportés, et les camps d'extermination, conçus comme des centres de mise à mort administrative et industrielle. Eh bien, si certains, effectivement, auteurs s'opposent à cela, d'autres, en particulier, évidemment, Stéphane Courtois, considèrent que cela n'est pas recevable. Le régime communiste a, dès ses débuts avec Lénine, mis en œuvre une volonté d'éliminer des personnes en raison de l'une des caractéristiques de leur être, et pas seulement leur acte, comme l'opposition politique. Le processus génocidaire est passé tant dans le cas communiste que dans le cas nazi par 5 étapes: la désignation de l'ennemi, la ségrégation sociale, la ségrégation spatiale, la déportation et enfin
l'extermination, et je vous renvoie en particulier à un article, il y a bien sûr aux différents travaux de Stéphane Courtois, mais en particulier à un article qu'il a publié, évidemment je l'ai marqué en tout petit pour ne pas prendre de la place dans les notes de bas de page, c'est dans les cahiers de la Shoah en 2002. Bon, mais je vous donnerai les références si cela vous intéresse. Alors, je ne vais pas épiloguer sur, je dirais, la mise en œuvre de ces différents éléments, étant donné que voilà, ça n'est pas directement le sujet, et puis le temps passe. Et donc vous me laissiez le temps de passer les pages, Dans le fond, si on essaye d'analyser, je dirais, ces deux génocides, le génocide s'appuie sur une idéologie. Chez les nazis, la désignation de la victime reposait sur la prétendue science raciale. Chez les communistes, elle se fonda sur la pseudo-science marxiste-léniniste. Pour les uns comme pour les autres, l'idée qui mena au génocide était de considérer qu'une force ennemie mettait en danger de mort leur cause, la révolution pour les uns, le peuple allemand pour les autres, et qu'il fallait donc l'éliminer. Bien que développant des discours différents, ces deux totalitarismes aboutirent au même type de crime. Cela s'explique sans doute par des racines idéologiques communes, le constructivisme social. Leur objectif était de bâtir, sur des bases présentées comme scientifiques, une société régénérée, sans classe pour les uns, racialement pure pour les autres, avec à son fondement un homme nouveau. Au nom de la lutte des classes ou des races pour la survie, le constructivisme politique se fit darwinisme social ou racial, le hasard de l'évolution étant remplacé par la nécessité de l'épuration. Le totalitarisme est l'héritier, mais je reviendrai, et je pense qu'il y a beaucoup de communications qui évoqueront cela, et l'héritier, n'est-ce pas, de la modernité politique, c'est la sociabilité contractuelle, et la modernité morale, c'est l'absence d'un ordre naturel ou d'un ordre cosmologique des choses supérieur à l'homme. Et donc c'est là que nous en arrivons à un sujet extrêmement, je dirais, compliqué, extrêmement difficile, qui est effectivement les liens du totalitarisme avec les droits de l'homme et la démocratie libérale. Le régime totalitaire est couramment opposé à la société libérale, où le tout, d'une certaine manière, est réduit à la somme des parties. Et cette opposition, on la voit bien sûr chez les auteurs libéraux, en particulier chez Raymond Aron. Or, le fait que le totalitarisme ait été conçu comme une réaction à l'individualisme ne permet pas de dédouaner la démocratie libérale de toute responsabilité dans son éclosion. Bien sûr, je pense que plusieurs d'entre nous vont l'évoquer, c'est dès le milieu du XIXe siècle qu'Alexis de Tocqueville, dans La démocratie en Amérique, en 1840, a mis en exergue les dérives possibles de la démocratie, les potentialités intrinsèques à l'individualisme égalitaire de dériver vers une forme, je dirais, de despotisme. Alors, il y a un certain nombre de citations que je pourrais vous donner, mais que je suppose un certain nombre d'entre vous connaissent déjà. L'idée, n'est-ce pas, que dans le fond, puisqu'on est avec des individus semblables et égaux, eh bien, l'État peut avoir une capacité, je dirais, à embrasser l'ensemble de cette société, à la digérer d'une certaine manière, à offrir aux individus un certain nombre, je dirais, de satisfactions, avec comme contrepartie le fait que les citoyens se disent « je subis un pouvoir, mais c'est moi qui l'ai choisi ». Bon, à partir du moment où j'ai choisi mon tuteur, eh bien tout va bien. Bon. Donc, la démocratie peut-elle être totalitaire ? Eh bien, certains auteurs l'ont pensé. C'est bien sûr, je vous en ai parlé, de Jacob Talbot déjà, c'est aussi Bertrand de Jouvenel dans son ouvrage sur le pouvoir paru en 1972, en particulier le chapitre 40. Et je vous signale quand même que même avant eux, même avant Bertrand de Jouvenel ou Talbot, eh bien il y a des auteurs qui ont mis en exergue le fait que le totalitarisme était le résultat d'une dégénérescence de l'individualisme, une conséquence du matérialisme, du positivisme, et des auteurs ont mis en accusation, dès l'entre-deux-guerres, la Révolution française comme étant le moment fondateur du totalitarisme. C'est le cas d'Alfred Coban en 1939.
Le totalitarisme prétend renouer avec le holisme de la société classique, mais en a une vision profondément déformée. Ce n'est pas la nature humaine qui est sociable, ou sociable, c'est l'intégration dans la société qui fait que l'homme est véritablement humain. Je vous signale que c'est exactement la même position, je vais faire mon cateau de base, je veux dire, mais c'est exactement la même position sur la question de l'enfant à naître. C'est exactement la même chose. Ce n'est pas l'intégration, c'est pas l'homme qui a une certaine nature, qui en l'occurrence est sociable pour la question du totalitarisme, sur le fait, c'est le fait que parce que l'homme est intégré à la société totalitaire, qui dans le fond il est véritablement humain. C'est le régime totalitaire qui confère, d'une certaine manière, sa nature à l'homme. Le totalitarisme conserve le principe central de la pensée politique moderne, la construction de l'ordre social sur la base des individus qui ne pourront atteindre l'unité que grâce à l'action bienfaisante de l'État. Comme dans le contrat social rousseauiste, la personne doit se dissoudre dans l'État totalitaire. Dans le fond, le totalitarisme n'est pas une véritable antithèse du libéralisme, puisqu'il repose sur des principes similaires. Le nihilisme libéral a créé le vide que le totalitarisme est venu combler. Et ça annonce les quelques mots que je vais vous dire sur la pensée d'Hannah Arendt. Le totalitarisme aurait-il été possible si les communautés naturelles n'avaient pas été brisées par la modernité, si l'individualisme n'avait pas été substitué à l'organicisme social ? En outre, le totalitarisme apparaît de prime abord comme une négation des droits de l'homme, et pourtant, il peut être aussi considéré comme une de ses conséquences. Les droits de l'homme ne protègent que ceux qui sont reconnus par le régime comme des hommes. Enfin, comme l'a analysé Talmont, la force motrice du régime totalitaire qui prétend faire le bonheur du peuple peut être retrouvée dans la volonté générale rousseauiste, où la minorité doit être contrainte, puisqu'elle se trompe sur ses propres intérêts, voire éliminée si elle remet en cause le contrat social. Le phénomène totalitaire est intrinsèquement lié à la modernité, il épouse l'aspiration prométhéenne à la table rase du passé pour construire une société nouvelle et un homme nouveau. Et donc par conséquent, nous en arrivons à un de mes derniers points, le totalitarisme doit-il être analysé ou doit-il être présenté au singulier ou au pluriel? Existe-t-il une essence du totalitarisme? Ou est-ce qu'il n'y a que des régimes totalitaires? Vous savez que Raymond Aron a été de ceux qui a défendu le plus l'idée qu'il y avait des régimes totalitaires, s'opposant ainsi à Hannah Arendt qui a tenté effectivement de trouver une essence du totalitarisme. Les différents régimes totalitaires peuvent-ils être analysés comme les visages d'un même système totalitaire. Le totalitarisme dépasse la seule question du régime politique pour englober les rapports de citoyens avec l'État et des citoyens entre eux, mais le totalitarisme le totalitarisme n'est donc réductible ni à la tyrannie ni au despotisme. Pour autant, il y a un aspect tyrannique et un aspect despotique dans le totalitarisme. Je crois qu'il faut un peu le souligner, évidemment, d'autant plus aujourd'hui. Tyrannique, un aspect tyrannique dans le sens où le bien commun est réduit à un intérêt particulier, celui de l'État, même s'il est prétendu que c'est celui de la société, et un aspect despotique, puisque le régime repose sur une fusion de l'État et de la société, une confusion du public et du privé, l'organisation sociale englobant l'homme au lieu d'être à son service. Faut-il dès lors considérer que le totalitarisme a été un régime politique inédit, apparu au XXe siècle? C'est en tout cas la position défendue par Hannah Arendt, qui est évidemment la plus connue des auteurs, ça n'est pas la seule, à avoir et s'être attelée à l'élaboration d'un modèle abstrait du totalitarisme. Son analyse s'appuie sur l'idée de Montesquieu, selon laquelle chaque régime politique trouve son fondement dans un principe d'action, l'honneur, vous le savez bien, pour la monarchie, la vertu pour la République, la crainte pour le despotisme. Arendt considère que le régime totalitaire s'inscrit dans le cadre d'une société de masse où les repères traditionnels se sont effondrés. Je vous l'ai dit, c'est une des critiques contre la pensée de Arendt, puisqu'on lui dit que c'est quelque chose, effectivement, un aspect des choses qui est vrai pour le communisme, pour l'Union soviétique, mais qui est beaucoup plus faux pour le nazisme. Et en tout cas, si elle n'inclut pas,
justement le fascisme italien dans le régime totalitaire, c'est que justement cet aspect-là des choses, pour elle, n'est pas, ne se présente pas. Le fascisme italien, pardon, j'anticipe sur des éléments que je voulais présenter après, mais le fascisme italien a poussé à une fusion entre le parti et l'État, mais n'a pas véritablement conduit à une destruction, à une dénaturation, d'après elle, n'est-ce pas, de l'ordre social antérieur. Bien. Donc en tout cas, il y a ces deux éléments qu'il faut avoir en tête. La société de masse où les repères traditionnels se sont effondrés et qui est donc confrontée à une perte d'appartenance qu'elle appelle la désolation, notion qui renvoie à l'idée de déracinement et d'abandon. Le principe d'action, donc, puisqu'elle reprend la méthode d'analyse de Montesquieu, le principe d'action du régime totalitaire est donc double. La désolation, qu'on vient d'évoquer, qui est le premier stade, puis l'idéologie, qui en est le second. La désolation est un vide de conviction et d'intérêt que l'idéologie vient ensuite combler. Cette idéologie peut être variable en fonction des lieux, l'idéologie de la classe, de la race, etc. Mais dans tous les cas, elle se caractérise par la prétention de réduire le réel à la rationalité du détenteur du pouvoir, qui saurait décrypter les lois de l'histoire, des races ou des classes. Le vrai devient le produit de la volonté du détenteur de la force légale. Le totalitarisme va donc bien au-delà de la simple identification fasciste du parti et de l'État. Le régime totalitaire se situe au-delà de la conviction et de la croyance, au-delà du mensonge et de la vérité. Car l'idéologie permet l'organisation même de la société. Idéologie ou plutôt société qui, sans elle, serait chaotique et privée de sens. Elle n'a donc pas besoin, cette idéologie, de démonstration scientifique, c'est ce que nous dit Hannah Arendt, elle est le cadre même de la vie des hommes vivant dans le régime totalitaire. L'idéologie, c'est une évidence. Bien, je vais le rajouter. L'idéologie, c'est une évidence. La terreur, donc tournée contre les ennemis et les traîtres, est donc intrinsèque au régime totalitaire et non un dérapage. L'idéologie, c'est la puissance en acte. La terreur, c'est l'idéologie mise en acte. Là se situe l'identité, la marque signalétique du totalitarisme, la désignation d'un ennemi dit objectif qui distingue pour Arendt le totalitarisme de la tyrannie et du despotisme, même si, comme on l'a vu il y a quelques minutes, bien sûr, le totalitarisme partage certains traits avec ces deux régimes. Le totalitarisme prémédite l'éradication, l'élimination de certains hommes, non pour ce qu'ils ont fait ou pourraient faire, mais pour ce qu'ils sont ou sont décrétés être. Ainsi, c'est la fonction sociale de l'idéologie qui compte, plus que son contenu. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, l'analyse d'Arendt est quand même assez brillante. Parce que du coup, ça lui permet de dire qu'il y a une essence du totalitarisme et pas simplement des régimes totalitaires plus ou moins criminels circonstanciellement. Il apparaît donc envisageable qu'avec un autre discours, donc une autre idéologie, le totalitarisme ait pu survivre au régime totalitaire. Et j'arrive donc à ma conclusion, y a-t-il un nouveau visage du totalitarisme ? C'est ce que l'on pourrait appeler le totalitarisme mou ou diffus. Le totalitarisme doit-il être considéré comme une expérience du passé, un passé révolu ? Pourrait-il avoir survécu sous une autre forme ? Les sociétés occidentales actuelles ne peuvent-elles pas être considérées comme une illustration d'un totalitarisme que l'on pourrait qualifier donc de mou ou de diffus ? Ça paraît étonnant de dire cela. Pourquoi ? Parce qu'on tient des élections. Il n'y a pas de privation des libertés formelles, des libertés publiques officielles. On peut les restreindre, l'état d'urgence, d'accord. Mais enfin, les principes, les libertés sont défendus. Il y a l'état de droit, il y a le Conseil constitutionnel. Il n'y a pas de violence policière généralisée, pas d'exclusivité de la propagande d'État. Et la démocratie est donc toujours officielle. Et pourtant, tous les ingrédients du totalitarisme sont présents. Les personnes sont déracinées, qu'il s'agisse des autochtones, multiculturalisme, ou qu'il s'agisse des immigrés, absence d'assimilation. La surveillance idéologique est diffuse, mais elle est réelle, l'endoctrinement scolaire. La religion séculière existe, même si elle est présentée comme une neutralité, la laïcité. La puissance publique prétend avoir la légitimité d'intervenir dans tous les domaines, y compris d'ailleurs moraux, elle prétend donc avoir une compétence pour, par exemple, légiférer sur la question de l'écriture de l'histoire ou l'identification de la nature humaine.
et donc, d'une certaine manière, usurpe le pouvoir de définir le bien et le mal. C'est un peu forcé, ma formulation. Au final, la société est atomisée et ne trouve son unité que grâce à la puissance publique qui distribue des droits, c'est l'État-providence, c'est la tendance à la reconnaissance du communautarisme et qui distille une doxa officielle, les valeurs républicaines, hors de laquelle il n'est point de salut social. À la propagande de la terreur du totalitarisme, à la propagande et à la terreur du totalitarisme a succédé le terrorisme intellectuel du totalitarisme mou. Il s'inscrit dans les différentes stratégies de manipulation de l'opinion publique, mises au jour notamment par Noam Chomsky. Parmi celles-ci, il est possible de relever la diversion et l'infantilisation des citoyens. La première consiste en un déluge continuel de distractions et d'informations insignifiantes qui détournent l'attention du public des problèmes fondamentaux, et en complément, la divulgation par étapes d'une idée ou d'une mesure facilite son acceptation progressive par l'opinion publique qui aurait pu être de prime abord heurtée. La seconde se manifeste par le niveau quantitativement bas du discours, tant politique que publicitaire, qui limite le sens critique. De même, les modèles sociaux débilitants mis en exergue, les people qui favorisent la complaisance dans l'ignorance. Le terrorisme intellectuel, dont le politiquement correct est la forme édulcorée, vise à manipuler les esprits. Il consiste dans une pratique empêchant l'expression et la diffusion d'idées considérées comme malséantes. Les personnes qui l'utilisent, tant ceux qui visent à conquérir le pouvoir que ceux qui l'exercent, considèrent être dans le sens de l'histoire ou de la science. Et c'est donc cela qui légitime à leurs yeux les procédés utilisés. Les adversaires étant condamnés par une inéluctable évolution de la morale, ils doivent donc être ridiculisés, voire exclus du débat. Les méthodes du terrorisme intellectuel peuvent être résumées ainsi: l'intimidation de l'adversaire par l'invocation de tabous moraux, même si le discours terroriste s'inscrit dans le cadre d'une pensée matérialiste, la disqualification intellectuelle de l'adversaire par le recours à l'argument d'autorité, la position combattue étant présentée comme simpliste, dépourvue de fondement ou inapplicable concrètement, et l'isolement de l'adversaire par une présentation manichéenne des enjeux. Les neutres sont contraints de se coaliser contre lui sous peine d'être assimilés. La diabolisation de l'adversaire par la véhémence du discours, c'est la technique de l'amalgame, et évidemment, et c'est directement dans notre sujet, la reductio ad Hitlerum de Léo Strauss. L'efficacité du discours terroriste s'explique pour deux principales raisons, l'une psychologique, l'autre matérielle, l'appel aux passions et aux bons sentiments qui court-circuite l'analyse rationnelle, alors qu'un discours nuancé est plus complexe et donc plus difficilement compréhensible, et l'investissement dans les lieux stratégiques du corps social, éducation, médias, qui facilite la diffusion et l'implantation d'un discours, car l'exercice des responsabilités politiques passe, on le sait bien, par le préalable de la prise du pouvoir culturel. Le camarade Gramsci l'a dit avant nous. Il est donc, me semble-t-il, à craindre que l'on n'ait pas encore tout à fait fini de vivre une forme ou une autre de totalitarisme. Je vous remercie de votre attention. J'ai tenu le temps ? C'est parfait. Oui. Voilà, si vous avez des raisons de me contredire, n'hésitez pas, mais je vous avoue, comme je vous l'ai dit en préambule, que mes dépouillements sont loin d'être terminés, et qu'il y a beaucoup de travaux que je n'ai pas encore consultés, qui mériteraient sans doute de l'être pour peaufiner un petit peu cette analyse. Voilà, donc s'il y a des questions, voilà, nous avons le temps, donc une dizaine de minutes pour des questions par rapport à l'intervention. J'avais une question. Ma question faisait référence en fait à votre dernière conclusion. On sent très bien que ça s'applique de manière spécifique au gouvernement actuel. Mais ma question, non mais je la partage. Aussi, oui. Non, je la partage. Si vous voulez, appelons un chat, puisqu'on est là pour nommer les choses aussi.
Ce que j'aurais voulu savoir, c'est si vous estimez que ce dernier quinquennat, parce qu'on est quand même aujourd'hui évidemment tous sensibilisés à ce que vous venez de dire, et sinon on ne serait pas là, est-ce que ce dernier quinquennat est plus franchement, effectivement, une application de ce terrorisme intellectuel? Est-ce que vous estimez qu'il existait avant, de manière plus diffuse? Et depuis quand vous mettriez, est-ce que vous mettriez une date sur cette dérive, mais qui est aujourd'hui, qui me semble évidemment arriver à une certaine... je pense que ça devient, ça devient inacceptable. C'est-à-dire que si on a un peu les yeux ouverts, on se dit, il faudrait peut-être quand même... Alors, est-ce que le terrorisme intellectuel est né avant Hollande? Oui, ça me paraît absolument certain. Attention, j'ai insisté sur la question du terrorisme intellectuel. Pourquoi? Parce que dans les différents éléments relevés par les auteurs sur les traits caractéristiques du totalitarisme, et en particulier dans l'analyse d'Hannah Arendt sur, je dirais, l'essence du totalitarisme, il y a le fait que, intrinsèque, ou plutôt, oui, comme conséquence inéluctable de l'idéologie, principe d'action du régime totalitaire, d'une idéologie qui, je ne réponds pas directement à votre question, mais je vais le faire, rassurez-vous, mais de l'idéologie, principe d'action du régime totalitaire, qui vient combler un vide, parce que la société est éparpillée et est atomisée, il y a comme conséquence inéluctable la terreur. Et donc c'est pour ça que j'ai insisté sur le terrorisme intellectuel, parce que je pense que dans le cadre du totalitarisme mou ou diffus, il y a une idéologie, bien sûr, principe d'action du régime, mais qui est une idéologie qui répond également à au vide, je dirais, ou à l'atomisation de la société, et que la conséquence de cette idéologie dans un totalitarisme mou, ça n'est plus la terreur au sens où les Bleus vont massacrer la population civile vendéenne, c'est un terrorisme intellectuel. Par conséquent, la réponse est depuis quand y a-t-il ce terrorisme intellectuel? Mais depuis la Révolution française. Et pas depuis Hollande. Voilà. Ce qui me préoccupait, c'est de savoir comment, effectivement, une fois qu'on a fait ce constat, on le traduit en acte aujourd'hui, parce que les citoyens, effectivement, se réveillent, et que, pour moi, c'est plus quel avenir si on... Alors, vous voulez que je vous donne ma réponse à moi? Faire échapper nos enfants au conditionnement, et par conséquent, il n'y a qu'un seul moyen, ce sont les écoles hors contrat. Parce que les écoles sous contrat, ce sont des écoles publiques payantes. Après, donc, il y aura l'occasion de revenir sur la question, notamment la dernière intervention qui remettra l'accent sur cette dimension maintenant de résistance, on va dire, pour employer ce terme-là, sans préjuger plus de ce qui sera dit, mais de résistance au moins, voire de contraction, une contre-action, si c'était possible par rapport à la situation actuelle. Donc, voilà. Il y a déjà des éléments de réponse, il y en aura sans doute d'autres qui seront apportés dans la journée. Et je ne vous cache pas que je me suis fait plaisir en vous répondant, dans les deux cas, dans les deux aspects de ma réponse. Oui, alors... oui, allez-y. Moi, je peux ça après. Moi, c'était juste merci beaucoup donc, pour l'exposé, c'était très intéressant. Je pense que pour les recherches futures, peut-être qu'il faudrait compléter justement l'avant et l'après, parce que la Révolution française, ça peut se contester. Moi, je pense que le totalitarisme que vous décrivez, il est plutôt rattaché à l'État moderne. Et l'État moderne ne date pas de la Révolution française. En France, il date plutôt de Louis XIV, par exemple. Donc c'est une... Allez-y, je réponds. Ça, c'était le premier point. Je pense que à mon avis, c'est plus ce cadre-là d'État moderne qui a des moyens très puissants pour faire la crainte et puis manipuler les personnes. Et donc, Louis XIV, il a quand même expulsé les jésuites, il a expulsé les jansénistes, il a mis sous contrôle l'Église catholique. C'est pas mal quand même ce qu'il a fait. Je ne dis pas que c'est pareil que la Révolution française, mais cette tendance-là, pour moi, c'est plus l'État moderne que la Révolution.
Enfin, en tout cas, ça mérite d'être regardé. Et puis ensuite, pour l'après, parce que moi, je pense qu'il y a un grand absent, je pense, des personnes de l'auteur que vous citez. Bon, moi, je n'en connaissais pas le tiers, donc merci beaucoup, c'était très intéressant. Mais par exemple, le premier qui a vraiment dit nazisme égale communisme du point de vue du totalitarisme, pour moi, c'est Friedrich Hayek en 1942. Et je pense que c'est pas innocent, parce que Hayek, en France, il est identifié comme le grand libéral. Donc c'est presque le mal encore pire que le totalitarisme. On ne le cite jamais. Absolument jamais. Et pour moi, justement, notre avenir, il ne faut pas se leurrer. La démocratie, ça ne va pas disparaître. On n'a pas mieux pour l'instant. C'est peut-être le moins pire, mais enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, on ne sait pas quoi inventer aujourd'hui. Moi, je pense que l'avenir, il faut réfléchir. Est-ce que ce n'est pas une démocratie qui respecte vraiment la liberté religieuse? Quand vous dites les écoles hors contrat, moi, je pense qu'il faut aller plus loin. Il faudrait que l'État finance ces écoles hors contrat sans condition. Oui, mais c'est ce qui se passe au Royaume-Uni. En Suède, depuis très longtemps, on ne cite jamais la Suède, mais ça fait très longtemps que ça existe en Suède, c'est important. Et c'est ça, je pense, que la clé d'aujourd'hui pour notre démocratie, c'est de respecter vraiment la liberté. La liberté de choix pour son école, c'est ce qui est le plus important, et puis d'autres libertés de choix dans beaucoup de domaines où aujourd'hui il n'y a pas de choix. Alors, je voudrais juste, je conteste, vous avez dit beaucoup de choses très intéressantes, sur le fait qu'Hayek soit sans aucun doute un auteur libéral quand même, plus subtil que d'autres, je suis parfaitement d'accord avec vous. Plus subtil que les libertariens, enfin bon, encore que certains des... Enfin bon, passons. En revanche, il y a un point qui me paraît essentiel dans ce que vous avez évoqué, c'est la question de l'État moderne. Ce que vous dites à propos de l'État moderne et du fait qu'il remonterait, je dirais, dans son essence, ou dans sa nature, je ne sais pas. Bon, quel est le terme le plus approprié? Mais parlant devant des philosophes, c'est compliqué. C'est dangereux, c'est glissant. Bon, l'État moderne, qui remonte à Louis XIV. Bon, et vous savez, si vous prenez l'historiographie de l'époque moderne, vous avez tout un ensemble, je dirais, de prises de position qui sont là aussi divergentes. Quand est-ce que la monarchie devient une monarchie dite administrative? Vous avez cité Louis XIV, bon, mais d'autres, Michel Antoine vous dirait, en fait, c'est sous Louis XV, et d'autres, Barbiche, si je ne m'abuse, vous direz, ah non, en fait, ça commence avec déjà Sully, parce que déjà Sully, contrôleur général des finances, l'emporte sur le chancelier Guillaume Duvert. Bon, donc, ce que vous dites, c'est-à-dire le fait que l'État, l'État moderne, ou plutôt l'État révolutionnaire, est déjà en germe dans l'État dit absolutiste, c'est la thèse de Tocqueville. Et autant je trouve sincèrement génial l'analyse certains éléments d'analyse de Tocqueville dans la démocratie en Amérique, autant je pense que dans l'Ancien Régime, il s'est parfaitement trompé. C'est-à-dire l'idée qui consiste à dire, en fait, l'intendant, c'est l'ancêtre du préfet, ça me paraît parfaitement infondé. Pourquoi ? Parce que la Révolution française, ça ne consiste pas que dans le transfert de la souveraineté d'un organe à un autre organe, du roi au citoyen. Si ça n'était que ça, la Révolution française, ça serait une révolution de palais, comme on en a eu des dizaines auparavant. La Révolution française, c'est une inversion des principes. C'est-à-dire que la finalité de la souveraineté, la finalité du pouvoir politique, ça n'est plus de restaurer l'ordre des choses qui a été perturbé par l'action des hommes. Le roi, le pouvoir politique, ou l'empereur romain, ça n'est plus un juge qui est là pour répartir les choses. Le pouvoir politique a pour fonction de construire un ordre. Il n'y a pas d'ordre politique s'il n'y a pas de constitution écrite. L'Assemblée, la Révolution, elle se fait quand la Chambre du tiers-État s'autoproclame Assemblée nationale constituante. Il n'y a pas d'ordre politique s'il n'y a pas de constitution. Il n'y a pas de règles de vie en société s'il n'y a pas la production de normes. Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, la loi est l'expression de la volonté générale. Juste une question, mais qu'est-ce que vous en pensez quand vous dites ça?
qu'est-ce que moi j'en pense? Ah, moi je le dis devant quelqu'un de plus compétent que moi, je me rattache au courant aristotélotomiste, c'est-à-dire que je pense que le pouvoir politique a une fonction judiciaire et non pas une fonction législatrice. C'est par l'expérience, c'est par l'analyse, eh bien, que l'on peut... Attendez, je finis juste ma phrase. Que l'on peut découvrir les lois qui sont inscrites dans l'ordre des choses. De la même manière qu'il y a des lois physiques, il y a des lois sociales qui sont inscrites dans l'ordre des choses. Par conséquent, le pouvoir politique n'a pas pour fonction de produire de la loi. L'expression, la loi et l'expression de la volonté générale, article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, c'est ça la Révolution française. C'est le fait qu'il n'y a pas... Voilà. Donc vous considérez qu'effectivement le régime démocratique est intrinsèquement pervers? Non, parce que vous pouvez très bien avoir... Non, ah non, mais non, absolument pas. Vous pouvez avoir un gouvernement d'un seul, du petit nombre ou du grand nombre, qui a pour objectif de comprendre l'ordre cosmologique et de le faire respecter. C'est un moyen. Les régimes sont classés en fonction de, je dirais, en fonction du nombre qui dirige, mais aussi en fonction de leur finalité. Dans la classification aristotélicienne, le plus important, c'est la finalité qui est poursuivie. Est-ce que c'est le bien commun? Ça s'appelle une monarchie. Est-ce que c'est un intérêt particulier? Ça s'appelle une tyrannie. Est-ce que c'est c'est le bien commun? Ça s'appelle une aristocratie. Ça s'appelle si c'est un bien particulier, ça s'appelle une oligarchie. Merci de peut-être préciser ce point-là, parce que vous êtes un peu en train d'infléchir votre discours là quand vous dites ça. Pourquoi? Si, parce que vous présentiez la chose précédemment en disant qu'effectivement la rupture de la Révolution était véritablement, comment dirais-je, une césure dans laquelle on avait, vous l'avez dit vous-même, une inversion et dans laquelle on avait l'impression que vous présentiez le précédent comme étant quelque chose de positif et ce qui succédait comme quelque chose de négatif. Là, vous dites quelque chose de complètement différent. Vous êtes en train de dire, avec un régime différent, on peut faire quelque chose de positif. Et je pense que c'est ça la question. Attendez, laissez-moi terminer. Le débat, il est justement là. Il est de dire, avec ce que nous avons actuellement et avec les conditions que nous avons, comment faire quelque chose qui va évoluer vers quelque chose de positif. Et je pense que la structure telle qu'elle est n'est pas ni intrinsèquement bonne, ni intrinsèquement mauvaise. Et je pense que sur ce point-là, si justement on veut faire de la prospective, il faut être absolument, comment dirais-je, très, très sourcilleux là-dessus, parce que sinon, j'allais dire, on a un regard qui est uniquement, comment dirais-je, passéiste. Vous voyez ce que je veux dire? Or, le régime dans lequel nous vivons, le régime démocratique, la démocratie, comme l'a dit justement monsieur, est quand même un régime dans lequel, sans doute le moins mauvais, à partir du moment, laissez-moi terminer, à partir du moment où on l'infléchit, c'est-à-dire qu'on prend sa part pour essayer j'allais dire, de le diriger dans le sens que l'on considère comme étant le bon. Mais je pense que ce point-là est quand même capital, parce que sinon, on sape dès le départ, j'allais dire, le discours, à mon avis. Alors, je vous réponds en un instant, que, en l'occurrence, le régime démocratique, comme n'importe quel régime dans le cadre de la pensée classique, est susceptible d'être, légitime en raison de la finalité qui est la sienne. Quand vous me dites que le régime, en l'occurrence démocratique, qui est le nôtre aujourd'hui, peut être récupéré, pourquoi pas, mais en fonction de son objectif. Quel est l'objectif du débat démocratique ? L'objectif du débat démocratique est-il de déterminer des lois consensuelles? Est-il de déterminer un contrat social, un pacte? Ou l'objectif du débat démocratique est-il de découvrir ce qui est inscrit dans l'ordre des choses? C'est tout ce que je dis. Et en l'occurrence, la Révolution française a consisté dans le basculement d'un pouvoir politique qui a pour objectif, et ça ne veut pas dire qu'il y arrive, parce que Dieu sait si les empereurs romains et les rois de France et les assemblées démocratiques athéniennes ont pu se tromper, mais l'objectif de ces sociétés classiques, des institutions politiques, c'est de découvrir les lois qui sont inscrites dans l'ordre des choses de la même manière qu'il y a des lois physiques, il y a des lois sociales, ou est-ce que l'objectif c'est de produire ce sur quoi il va y avoir un consentement général. J'insiste juste, pardonnez, et je termine juste sur ce point, je ne reprends pas la question de l'analyse de Tocqueville sur la continuité, je pense qu'elle est fausse, parce qu'il y a cette rupture intellectuelle-là. En revanche,
L'une des questions qui est importante quand même de noter, c'est que pour une pensée dite classique, aristotélo-thomiste, le régime politique n'est qu'un moyen pour... Je sais bien que c'est kantien de dire ça, hein, d'accord, ok. Bon, mais après je le présente, non, mais c'est... Bon, donc ce n'est qu'un moyen au service d'une finalité qui est le bien commun. Bien, pourquoi est-ce que la démocratie devient le régime, le seul régime, et donc par conséquent, tous les régimes politiques ordonnés au bien commun sont susceptibles d'être légitimes. La royauté dans le royaume de France qui est grand, qui est très peuplé, la démocratie dans les cantons suisses qui sont petits et peu peuplés. Tous les régimes politiques sont susceptibles d'être légitimes en fonction des lieux et des circonstances, du moment qu'ils visent le bien commun. En revanche, avec la modernité politique, la démocratie devient quasiment le seul régime légitime parce qu'il apparaît parfaitement évident, ce qui est logique, hein, que l'on confie la souveraineté à ceux sans qui la société n'existerait pas, puisque la société n'est plus naturelle, mais est fondée sur un contrat social. Or, l'un des problèmes, c'est ça. Quand on évoque la question du totalitarisme, le totalitarisme est apparu parce que les sociétés atomisées ont créé un vide que le totalitarisme a rempli. Les communautés naturelles ont été détruites et par conséquent, le totalitarisme, fonctionnant avec des mécanismes intellectuels modernes, est apparu comme étant une ressource pour recréer du lien là où il y avait du vide. Et le totalitarisme, sur certains aspects, pourrait apparaître comme étant une manifestation du classicisme ou de l'organicisme social, alors qu'en fait, il repose sur les mêmes principes que la modernité, qui est la construction d'un ordre social sur la base de l'individu. Oui, mais l'histoire n'est jamais écrite. Donc automatiquement, les situations limites sont les moments dans lesquels on a besoin de poser le débat. Et donc effectivement, la structure, bien sûr, mais la structure effectivement de l'organisation sociale qui permet un débat démocratique est justement le lieu où ça permet de confronter et de convaincre, et donc effectivement d'imaginer l'avenir qui pour l'instant n'est pas écrit. Donc voilà, et qu'il n'y a pas de création, entre guillemets, ex nihilo, et c'est justement l'intérêt de la chose, de l'exercice. Donc dès que la structure existe pour le débat, je pense qu'elle est intrinsèquement, entre guillemets, enfin en tout cas elle est bonne. Parfait. Bon, on va... Le petit commentaire, c'était pour aller dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait la dichotomie qui existe aujourd'hui entre cette affirmation que l'État s'occupe du bien commun et la réalité qui est en fait que l'État s'occupe que de biens, enfin que de groupuscules et d'intérêts particuliers, elle est ressentie de manière extrêmement violente et on voit bien que c'est ça qui crée la méfiance générale, ce sentiment que les institutions ne fonctionnent que au profit d'un petit nombre, d'une oligarchie. Et voilà. Et c'est toute la problématique qu'il faut poser aujourd'hui dans les débats publics, c'est comment faire ouvrir les yeux sur cette problématique-là du bien commun par rapport aux intérêts particuliers. Bon. Monsieur avait une question, du coup, oui. On n'a pas pris. Alors, ce sera la dernière, parce que sinon on va vraiment être trop décalé. Je suis confus d'avoir encore semé la zizanie, mais régulièrement je le fais. Et pourtant, chez moi, j'essaye d'organiser les choses avec mes enfants, mais là, c'est moi le galopin. Oui, c'est la première fois que je suis présent dans votre débat. Et donc, ce qui m'a amené, c'est nous sommes à la base de culture chrétienne, orthodoxe, catholique, protestant et autres. Et donc, on est à la recherche de cette liberté qui, justement, se réapprend en comprenant les cadrans. Donc, le sujet était particulièrement intéressant pour moi dans ce domaine-là. Je vous remercie pour votre présentation brillant, monsieur le Germain. Mais j'aimerais remarquer une chose suivante. C'est la phrase qui était donnée par mon collègue assis à côté. Donc, justement, pour ne pas stopper votre brillante réflexion, il faut avoir la base solide. On ne peut pas se baser sur les écrits de Marco Polo si on veut étudier la géographie. On ne peut pas se baser pareil sur les écrits de M. Savary ou Solzhenitsyn parce que ça rentre dans le domaine de science, fiction, imaginaire, sur le donné pour la compréhension de totalitarisme communiste. Donc, il faut revoir les données qui apparaissent, les archives s'ouvrent sur les réalités des chiffres, donc de Goulag, que vous avez cité, aussi voir les choses, ce qui se passait
au Japon, donc dans leur intervention en Chine. Donc la réalité des chiffres concernant les choses qui se passaient en Allemagne et dans l'Europe dirigée par l'Allemagne, et là, peut-être on verra que le communisme qu'on présente unique à 3 visages, donc communisme internationaliste, communisme national, avec les corporations d'État fondées par Staline, et aussi communisme de certains aristocratiques, si je peux dire, qui a commencé à l'époque de Khrouchtchev et allé jusqu'à l'époque actuelle en Russie avec Poutine. Passons de ça. Mais sans analyse des chiffres, on n'arrivera pas à avoir des raisonnements concrets. Le problème des personnes comme Hayek que vous avez cité, ou donc les autres personnes qui ont basé leur réflexion brillante sur la base fausse, donner des résultats erronés. Là, c'est le moment de reprendre les choses, et je suis sûr qu'avec une brillance, vous êtes tout à fait capable. Ben écoutez, ce sera l'occasion d'une autre rencontre, enfin d'une autre communication. Oui. Moi, j'avoue que je suis, comment dire, j'ai fait aujourd'hui une présentation historiographique, une présentation, je dirais, des notions, comment dire, des concepts tels qu'ils ont été analysés, tels qu'on a proposé leur analyse. Je ne vous ai pas proposé une analyse chiffrée des chiffres du goulag ou des chiffres des camps d'extermination nazis. Voilà. Je vous ai simplement dit que l'un des enjeux qui a, comment dire, limité l'émergence d'un concept d'un régime totalitaire et pas simplement de la désignation de régimes dits totalitaires, c'était le fait que, eh bien, certains auteurs, Raymond Aron, considéraient qu'un camp de concentration, ça n'était pas un camp d'extermination, ou que, eh bien, d'autres auteurs ont considéré que le régime communiste avait dérapé avec certains potentats, mais qu'il avait des intentions bonnes, tandis que d'autres considèrent qu'il était intrinsèquement criminel dès le départ avec Lénine. Voilà, moi je vous ai fait une présentation je dirais, des enjeux historiographiques qui expliquent que le concept de totalitarisme a eu des difficultés à véritablement apparaître, et qu'à certains moments de son histoire, il a été instrumentalisé au départ par les antifascistes, puis ensuite par les libéraux dans le sens d'un anticommunisme. Voilà, moi j'ai fait cette présentation-là d'histoire des idées qui est ma spécialité, mais je ne suis pas allé dépouiller, je vous le concède très volontiers, les archives de Moscou, même si j'ai pris énormément de plaisir à aller une fois déjà en Russie, à Ekaterinbourg, où naturellement je suis allé me recueillir à la maison Ipatiev. Bon, merci en tout cas. Pardon pour ces provocations gratuites. Merci beaucoup.